21h à Yaoundé, mesdames, messieurs, bonsoir. Un plaisir immense de vous retrouver une fois de plus pour votre programme Ourou Africa. Ourou Africa teinté de tristesse ce soir parce que justement, l'un d'entre nous nous aura malheureusement abandonné dans le combat d'éveil de conscience africain et panafricain. Nous allons dire un mot en introduction de ce plateau sur cette annonce brutale qui véritablement afflige et attriste nos cœurs. Il était samedi 19 avril 2025 aux encablures de 11h. Là, nous étions du côté de Bertois, capitale de la région de l'Est au Cameroun. Patrick Sapak, que toute la galaxie panafricaine connaît, nous a malheureusement et brutalement quittés. Ce soir, Ourou Africa marquera donc un temps d'arrêt pour saluer une mémoire, une vision, une voix qui justement avait pour ambition de porter et surtout d'éveiller les consciences africaines lorsque l'on sait justement tout le mal impérialiste qui est subi sur le continent. Ourou Africa, je l'ai dit, prendra quelques minutes pour justement saluer cet esprit vif, ce penseur iconoclaste qui était Patrick Sapak, justement celui-là qui, au travers de plusieurs productions ici sur Info TV, nous aura ramené et enseigné sa vision du panafricanisme. Je ne vais pas revenir sur Tulundi Africa, qui est quasiment l'ancêtre de Ourou Africa, où nous avons à plusieurs reprises eu à échanger sur sa vision de l'Afrique, sur ses combats, sur ses solutions. Quant aux mots qui minent le continent, Patrick Sapak, malheureusement, dont je l'ai dit, nous a quittés ce samedi. Nous irons aussi là évoquer un autre aspect inhérent à justement la vie sur le continent, la vie proche, parce que ça ne fait pas de secret. Il n'est pas un secret que dans quelques mois, il y aura des élections présidentielles sur le continent. Nous parlons là de la Côte d'Ivoire, nous parlons là du Cameroun, nous parlons là de la RCA et de bien d'autres pays encore. Et ce soir, nous allons, hormis les establishments, les partis politiques qui sont au pouvoir, on va interroger les adversaires, les acteurs d'en face, comme on les appelle. On va parler de l'opposition et on va questionner véritablement les chances des oppositions africaines face, justement, je l'ai dit, aux partis politiques au pouvoir. Que peuvent-elles lorsque l'on sait que du côté de la Côte d'Ivoire, ça sent pas très bon pour l'ex-chef d'État Laurent Gbagbo, pour celui qui était aussi présenté comme un probable challenger du président Ouattara. Je parle là de monsieur Thiam, ex-banquier reconnu sur les places financières parisiennes et suisses. Ils auront, aux dernières nouvelles, en attendant confirmation, étaient tout simplement écartés pour ce qui est de cette présidentielle en Côte d'Ivoire. Au Cameroun, certains acteurs, je parle là de Maurice Kamto, Gabriel Libi et bien d'autres, semblent avoir leur avenir en suspens quant à leur probable participation à l'élection présidentielle. On va s'appesantir sur véritablement ce que peut l'opposition dans ces différentes élections présidentielles. Lorsque l'on sait aussi qu'en face, il y a
quasiment des mastodontes qui sont capables d'occuper tous les espaces. Mesdames, Messieurs, voilà le menu de Ouru Africa de ce soir. Je l'ai dit, teinté d'une tristesse immense. Je prends une transition et je vous reviens tout de suite après. Retour sur le plateau de Ouru Africa et pour cette aventure, pour ce qui est de cette soirée, nous avons convié justement ces libres penseurs et autres panafricanistes sur le plateau. Le tout premier habituel de Ouru Africa, les questions sociales n'ont plus de secret pour lui. Jean de Dieu Vouna, vous êtes parmi nous, bonsoir et bienvenue. Bonsoir M. Mbarga, bonsoir à tous les copanélistes, bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Je suis très heureux, malgré cette atmosphère de tristesse qui nous habite dans ce studio, à la perte de notre compatriote et Patrick Sapak. Je dirais tout simplement, avant de dire quelque chose là-dessus, présenter, m'incliner devant la mémoire et présenter mes condoléances à la famille nucléaire et la famille politique aussi, parce que c'était aussi un homme à sa famille, mais aussi à la jeunesse camerounaise, parce que voilà, un jeune qui s'en va, plein de vie, plein d'idées. C'est vrai qu'on aura l'opportunité de dire un mot dessus. Sur son départ, donc voilà, merci. Jean-Moïse Mbok, merci pour l'invitation, mais comprenez que mon émotion est assez vacillée aujourd'hui. La nôtre aussi, lorsque nous prenons la parole sur cette estrade, Jean-Moïse Mbok. Tout en face de moi, j'ai un autre politique, Simon Messengue. Vous n'êtes plus à présenter sur ce plateau. Le RDPC, c'est la formation politique qui est la vôtre. La casquette de journaliste aussi pourra être interpellée ce soir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane. Bonsoir particulier aux milliards de téléspectateurs qui sont également des chrétiens catholiques qui ont perdu le nom, je vais dire quoi, le souverain pontife, qui est parti très tôt ce matin. Et comme ça, nous adressons nos sincères condoléances à tous les chrétiens catholiques, davantage ceux qui sont du Cameroun. Merci de m'avoir convié à votre émission. Merci Simon Messengue. Merci d'être là aussi. Je m'en vais terminer l'exercice tout à côté de vous, cher Simon, avec un autre confrère journaliste qui nous fait de façon quasi permanente l'honneur de sa présence, Timothée Essomba Abena. Bonsoir et bienvenue. Non, c'est vous qui me faites l'honneur de m'inviter sur cette estrade hautement célèbre qui parle des questions africaines. Moi, j'aimerais faire un énorme coucou ce soir, énorme coucou au président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, qui est un homme qui a vu passer beaucoup de chefs d'État et même des souverains pontifs, comme quoi la longévité n'est pas une question de religion, mais c'est une grâce qui ne regarde pas votre qualité ou votre identité. Bonsoir, Monsieur le Président de la République. Merci Timothée pour la présence. On peut aussi dire bonsoir au patriarche Paul Biya. C'est vrai qu'il en a vu passer des chefs d'État, des papes et autres grands de ce monde. Une fois que je l'ai dit, je l'ai promis, on va marquer un temps d'arrêt spécial pour évoquer et saluer la mémoire de celui-là qui a longtemps
cheminé avec nous ici sur Info TV. Je me souviens de nos premières séquences. Il est l'un de ceux qui m'ont justement mis le pied à l'étrier pour ces questions africaines et même panafricaines. Je me tourne vers vous, Jean de Dieu Vouna. Alors, quel enseignement, qu'est-ce que vous retenez, vous qui avez aussi connu dans vos luttes panafricaines, dans vos combats pour l'éveil de conscience, Patrick Sapak qui nous a quittés ce samedi? Que dirais-je? C'est un érudit, comme vous l'avez dit, qui s'en va, l'un des meilleurs de ces 15 dernières années, que le Cameroun et l'Afrique tout entière a connu. Non seulement au niveau de l'éveil des consciences, mais de la culture politique, Oui. des questions de géopolitique. C'est l'un de ces jeunes qui s'est engagé à inculquer, à donner cette culture géopolitique, géostratégique et panafricaine pour permettre à cette jeunesse que nous sommes de se lever, de prendre conscience. Il a participé au réarmement intellectuel, moral, psychologique de centaines de millions d'Africains. Je crois que là, l'Afrique et particulièrement le Cameroun vient de perdre une très grande sagesse, une très grande intelligence, une lumière qui vient de s'éteindre, mais elle ne s'était pas éteinte éternellement parce que nous passons d'une vie à une autre et nous croyons que au-delà de cette vie, cette lumière continuerait à briller et à briller très fort pour éclairer les intelligences que nous sommes et qui restons dans ce monde-ci par le biais de la sagesse divine. Merci Jean de Dieu et Vouna. Jean-Moïse Mbo, des années que nous sommes ensemble sur ces estrades pour justement distiller l'éveil de conscience africain. Patrick Sapak, une voix, une vision, une certaine approche qui justement, ici même sur Info TV a distillé ce que lui-même appelait l'éveil de conscience africain. Les thématiques, on en compte à l'appel créateur, concepteur de Soulinda Africa, je l'ai dit, qui est quasiment l'ancêtre de Ouru Africa sur Info TV. Je me souviens encore la première fois où il m'a fait l'honneur de modérer justement une tribune panafricaine. Nous n'étions que deux, justement, dans cette aventure-là. Patrick Sapak, il avait sa vision, il avait ses combats, il avait ses défis. Malheureusement, aujourd'hui, il est parti. Malheureusement, il est parti, effectivement, mais en fait, l'intelligence ne meurt pas, surtout quand on la met à disposition des autres. Elle ne meurt pas. C'est une bibliothèque qui s'en va, mais qui n'a pas brûlé, en fait, parce que quand vous prenez un peu les marches, je vais les appeler comme ça, depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui, les questions de souveraineté, de développement, le panafricanisme reste quand même le combat le plus risqué. Oui. Risqué parce que c'est le combat où on s'affirme, où on s'affiche. L'UPC ne me dira pas le contraire. D'autres partis, Thomas Sankara ne me dira pas le contraire. Kwame Nkrumah ne me dira pas le contraire. Donc, revenir dans cette logique, dans cette dynamique, Amadou Daïdjo ne me dira pas le contraire. Plus proche de nous ici avec le président du Burkina Faso. C'est panafricaniste, Amadou Daïdjo. Oui. Bon, prenons-le comme ça, mais ça fait partie de l'histoire Nous du sommes sur une Cameroun. estrade sérieuse. Oui, Elle est sérieuse. panafricaniste. Elle est sérieuse. Alors, plus proche de nous, le nouveau président du Burkina Faso, Oui. on parle Capitaine de Traoré. deuxième tentative d'assassinat, parce qu'en fait, le panafricanisme est un élément central pour l'émancipation de l'Afrique, son Oui. développement. Voir donc un jeune rentrer dans cette dynamique-là, c'est pratiquement mettre sa vie sur la balance. Voir un jeune être si pertinent sur ces questions, parce qu'il était pertinent, ça interpelle quand même. Ça interpelle, et je parie que beaucoup de gens qui nous suivent aujourd'hui, que ce soit au Cameroun ou ailleurs, ont appris quelque chose de lui, ont retenu quelque chose de lui, mais surtout son dynamisme, sa niaque, son envie de communiquer de manière intense. Oui. Aujourd'hui, sa famille est endeuillée, le Cameroun est endeuillé, toute l'Afrique est endeuillée. Vivement que sa mémoire ne passe pas. Il faudrait même que cette chaîne de télévision ou les autres puissent avoir quelques extraits. Je précise que nous sommes quasiment les derniers sur l'espace médiatique au Cameroun à avoir pu travailler de façon officielle avec Patrick. On a
fait des projets. Il y avait justement, avec l'encadrement du top management, du président directeur général du groupe La Météo, on a travaillé, on a essayé, justement, j'ai cité les émissions ici qui ont permis à ce que Patrick fasse ce qu'il savait le plus faire, c'est-à-dire éveiller les consciences africaines. Malheureusement, son décès met une fin à tout ce qu'on avait prévu comme ambition pour le continent. Ne disons pas fin, ne disons pas fin. Moi, je crois qu'il ne faut pas qu'on dise fin. Vous vous souvenez quand même, vous avez pratiqué l'homme. C'était quelqu'un, quoi qu'on dise, d'assez affable, assez humain, assez proche des gens. Donc, prenons ce qu'il a pu apporter comme pierre à l'édifice de construire panafricain. Sachons le rappeler, sachons insister là-dessus, mais il ne faudra pas que sa mémoire passe, encore moins ses idées. Et c'est notre responsabilité de rappeler ce que nous sommes en train de faire là aujourd'hui. Et je souhaite vivement que les autres panafricanistes que nous sommes, et naturellement sur d'autres cieux, se rendent bien compte que la vie ne nous appartient pas. C'est pour ça qu'on doit faire un combat. Et tout faire pour dire ce qu'il faut dire quand il faut le dire et de la plus bonne des manières. Parce que le plus important, c'est le message qui doit rester. C'est lui qui doit faire long feu et non toute autre chose qui parfois saupoudre négativement ce que nous portons comme message. Merci Jean-Moïse Mbok et Simon Messingué. On a eu à croiser le verbe plusieurs fois avec Patrick sur cette antenne. On a échangé. Parfois, vous n'étiez pas en harmonie. Que gardez-vous de l'homme? C'est vrai que nous avons, idéologiquement, on n'a pas toujours été d'accord, mais je connais Patrick depuis pratiquement les années 2010. Et pour ceux qui ne savent pas, Patrick a déposé sa candidature à la présidentielle de 2011. Oui, avec le PURS. Mais évidemment, le dossier n'avait pas été validé par l'instance technique de gestion des élections, à savoir l'ECAM, mais il a déposé. En fait, même, il aurait pu être le premier jeune à pouvoir être candidat à l'élection présidentielle. Cabral Libi et Matombe et autres arrivent un peu en arrière, mais il les a précédés. La première des choses, c'est quelqu'un qui a été dans beaucoup de mouvements, ou du moins il a été dans la construction d'une opposition unie derrière un candidat. Ça s'est passé, on a très bien vu cela. Mais je retiens beaucoup de choses de lui, mais ce que j'ai beaucoup plus retenu, c'est sa formule « Quand agir s'impose, parler c'est trahir ». Quand agir s'impose, parler c'est trahir. Parce qu'il faut agir. C'était quelqu'un qui était courageux. Entier. Oui, il était courageux et il n'avait pas peur d'aborder parfois même des sujets sensibles. Donc c'est vrai, il va à la fleur de l'âge, mais il a marqué son temps et il continue à marquer son temps. C'est aussi pour dire aux jeunes que si beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ne veulent même peut-être pas le reconnaître sont en politique ou du moins se disent être capables de conquérir la chaise présidentielle, il a été le premier quand même, il faut le reconnaître. Donc nous saluons sa grandeur et nous lui souhaitons, nous lui disons, nous souhaitons bon vent au retour de la terre de nos ancêtres. Merci Simon Messingué. Monsieur le maire Niek, plus besoin. Combien de fois nous avons été sur cette antenne en compagnie de Patrick Sapak, on s'est tout dit quasiment. Mais aujourd'hui qu'il n'est plus là, est-ce que vous avez une image, un symbole, une formule comme Simon nous l'a présenté il y a quelques instants, qui pour vous pourrait résumer l'homme Patrick Sapak? Sefamba, je voudrais me permettre de faire une petite digression pour parler du pape qui est décédé ce matin, ou hier, en tous les cas, sa mort a été annoncée ce matin. Je lisais un jeune frère ce matin, et à un moment donné, je l'ai vu fuir. Nous avons vu le pape il y a 3 jours recevoir le vice-président américain avec son épouse et son, je crois, ses enfants. Voilà. Nous l'avons même vu hier faire une apparition. Une apparition publique. Voilà, publique. Et le décès a été annoncé ce matin. C'est tout un symbole. Et c'est un message. Moi, j'ai eu la chance de le voir couché dans son lit mortuaire tout à l'heure. Il est, comme disait Katou, rentré au Père. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe lorsque je vais parler de ça? Lorsque vous avez la grâce de la vie,
Lorsque vous avez la grâce de vivre longtemps, il est mort à 88 ans, je crois. Oui. Vous pouvez passer à tout moment. L'avantage que le Vatican a sur les autres morts, c'est que le Vatican a des mécanismes automatiques qui se mettent en branle dès lors que le pape est déclaré mort. On sait qui constate la mort du pape. Et on sait, c'est clair, on sait comment la suite se déroule. C'est l'Église qui est organisée comme ça. Il manque que nous autres sachions que nous sommes que des êtres humains et qu'on peut mourir à tout moment. Je voulais le dire. Maintenant, pour revenir à ça, à Patrick, Patrick était un homme qui était comme un alpiniste. C'est une dose de prise de risque inimaginable. Il n'avait pas peur du risque. Oui. Et il nous souvient quelques jours, après avoir écouté, il faisait une chronique avec mon ami. Ceux qui ne le savent pas, Chantal Roger Tulle est le premier président de la jeunesse démocratique du Cameroun, le roi des jeunes de l'UPC, après le retour à la légalité. Et moi, le secrétaire général. C'est comme ça que je connais également Patrick Sapak. Les gens ne le savent pas. Mais le danger l'avantage de la mort, comme en droit, ça sonne le glas de poursuite, pour les humains, ça blanchit tout le reste. Oui. Il y a quelques semaines, non, quelques jours, je lui disais, Patrick, j'ai écouté ta dernière chronique Éveil de l'Est. Oui. Je pense que tu prends énormément de risques. Ce combat que nous menons est trop risqué. Il faut faire très attention. Je lui disais. Et c'est pour ça que ce soir, lorsque j'ai appris sa mort hier, j'ai appelé Chantal Roger Tulle. Oui. Avec qui il était depuis un certain temps. Très proche. Oui, j'ai demandé Chantal, qu'est-ce qui s'est passé? Comme tous les Africains, vous savez, même lorsqu'on vit en coma, on me demande quand après, qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Et il m'a effectivement dit ceci, il m'a dit, samedi, Patrick allait au sport à 7 h comme d'habitude d'ailleurs. Il a fait son sport, il a fini le 2-0. Ils ont, comme d'habitude, fait le 2-0, comme la suite. Hein. Oui. Après, il est allé boire le vin de palme, comme moi j'aime bien le faire. Il est rentré chez lui aux environs de 10 h. Et il a commencé à avoir, il a eu un malaise, il a commencé à avoir mal au ventre, il a commencé à vomir et à 11 h il est parti. Ça, c'est les faits tels que décrits par son compagnon de ces dernières années. Et je me suis donc rappelé que chaque jour, nous posons des actes, sans tenir compte du contexte qui était très violent. Je rappelle que si vous avez écouté par ces derniers jours, si on était comme chez les Bantous, on aurait fait attention aux pièges des gens qui l'entouraient. Je vais vous dire quoi. Jean Mosbo qui est à côté de moi, c'est que chez les Bassa, lorsque vous avez une mort suspecte dans votre famille, et que le lendemain ou 2 jours après, vous tuez un certain genre de gibier à vos pièges, vous savez ce que ça veut dire. Moi, je ne veux rien dire. Je dis seulement que Patrick est mort en faisant ce qu'il aimait bien faire, en dénonçant les injustices, en montrant la voie aux plus jeunes que lui, Oui. et en nous disant chaque fois, à nous les aînés, que sachez que vous n'êtes que des hommes. Je pense que chacun de nous meurt de ce qu'il aime faire. Oui. Lorsqu'on a voulu faire disparaître Dominique Strauss-Kahn de la politique, on allait le chercher dans les choses qu'il aimait bien, que mon ami et son bar sait bien. Patrick ne pouvait mourir que d'accidents de travail, des choses qu'il aimait bien faire. Ça, je le prends sur moi, je le dirai ainsi. C'est vrai que nous sommes des malades qui on s'ignore, mais je pense que tel que décrit, encore qu'il n'y a pas très longtemps, Patrick m'avait dit qu'il avait évité une mort par empoisonnement. Il me l'avait dit. Il est passé à côté d'un assassinat. Donc, je lui disais, il faut lire. Lire, c'est pas prendre un livre. Hein. Il faut s'écouter. Malheureusement, c'était un alpiniste, c'est comme ça que je l'appelais. Parce que pour prendre un pic de 1200 mètres de hauteur, avec quelques instruments rudimentaires de mon point de vue, il faut être un véritable alpiniste. Donc, j'ai dit, je voudrais conseiller aux plus jeunes comme moi. Le combat est rude, il est violent, il va être long. Oui. Il vaut mieux. Je ne dis pas se préserver absolument. Mais il faut aller en se disant que
quel que soit le cas, les aînés vont partir. Quel que soit le cas. Vous conseillez la pédale douce? Oh, peut-être pas la pédale, je dis même l'intelligence des situations. C'est-à-dire, c'est pas un problème de pédale douce ou pas. La sagesse. La sagesse. Lorsqu'il vous vient à l'idée d'attaquer quelqu'un, quand je dis quelqu'un, ce n'est pas un être humain hein, ou un système qui est appelé à partir. Dans tous les cas, je pense qu'il faut se préserver de manière que vous soyez utile demain à votre génération. Parce que malheureusement, lorsque quelqu'un parle de façon brutale, il y a deux choses sur le plan pédagogique. Les aînés, les plus jeunes, non, les aînés peuvent dire qu'il a été un peu négligent, comme je dis, il a pris trop de risques. Mais les plus jeunes peuvent prendre peur et dire ce combat, nous voulons voir nos enfants ou nous-mêmes grandir. C'est pour ça que j'estime pour ma part qu'il faut en toute chose savoir raison garder et surtout avoir l'intelligence des situations. Savoir qu'en termes de rapport de force, pour le moment, j'ai raison sur le plan moral, sur le plan intellectuel, sur le plan de l'idéologie, mais en termes de rapport de force physique, la brutalité peut avoir raison de moi. Et à un moment donné, savoir prendre du recul stratégique pour mieux sauter demain. Merci. Je finis en disant que je présente mes condoléances les plus attristées à sa famille et à lui-même, je dis bravo l'artiste. Et que ton sang aille réveiller des milieux camerounais comme toi, parce qu'il y en a. Je pense qu'au-delà de sa mort qui fait peur, d'autres Camerounais peuvent être, je peux dire, ça peut servir de prétexte pour que d'autres Camerounais engagent le combat. Vivement que cela arrive très rapidement. Merci, M. Niek. Timothée Somba, pour que d'autres Camerounais engagent le combat. Le combat est rude. Les ennemis sont parfois là très où violents. On ne les attend pas. Patrick Sapak, un style, une façon de faire, une voix, mais surtout, et là je rejoins M. le maire Niek, un défi permanent face au risque, face au danger. Pour mémoire de journaliste, nous avons fait des émissions ici où parfois on se séparait en fuyant quasiment. Eu égard aux propos tenus par Patrick Sapak qui parfois menaçait certains intérêts et qui pouvaient être synonymes de danger, même pour nous autres journalistes. Il s'en est allé. Aujourd'hui, on n'a plus que nos âmes, ou alors nos yeux pour pleurer. Tel que vous le présentez, tel que M. le maire l'a présenté, je comprends que sans la maîtrise, la puissance n'est rien. S'il faut résumer humblement ce que M. le maire a dit. À titre personnel, je vais vous surprendre. Moi, je n'ai pas connu Patrick Sapak, ni à la radio, ni à la télé, ni ses écrits. Je découvre son nom dans des circonstances peu honorables. Mais puisqu'il s'en est allé, qu'on laisse les morts aller reposer en paix, moi je peux juste être compatissant d'Info TV qui a perdu une personne ressource et rassurer le top management d'Info TV que de telles personnes ont la particularité de partir en laissant des jalons. Et c'est sur ces jalons-là que nous autres, l'arrière-garde, avons décidé de nous inscrire sans pour autant être des alpinistes, parce que la circonspection est quelque chose de très important dans la vie. C'est la raison pour laquelle moi je fais partie de ceux qui estiment que le panafricanisme frontal est un panafricanisme qui n'a jamais réussi. C'est un panafricanisme qui a toujours emporté. C'est vrai que dans nos archives, et dans l'éveil des consciences, on n'a que des héros morts. Ils sont très peu. Et qui sont parvenus à justement arriver au bout de l'ambition en étant vivants. Thomas Sankara, et Kadhafi et tous les autres. Sont donc, des héros morts. C'est pour ça que moi je crois en un panafricanisme pas frontal, mais un panafricanisme de science. Un panafricanisme de bonne gouvernance, un panafricanisme qui est capable de faire de l'Afrique une grande puissance sans pour autant se verser dans l'invective face aux puissances que l'on a trouvées. Par exemple, des jeunes Africains qui se lancent dans la fabrication des drones peuvent s'installer dans un pays X d'Afrique, fabriquer les drones pour qu'on puisse combattre le terrorisme, sans pour autant que le chef de l'État qui abrite cette manufacture de drones ne se lance dans des diatribes à Mondovision contre un chef d'État X ou Y de l'Occident. C'est Simon Motiégué qui le disait récemment ici, que
la logique panafricaine aujourd'hui est de permettre aux États africains de parler d'égal à égal avec l'Occident, mais pas de créer la haine entre l'Afrique et l'Occident. C'est sur ces propos que je m'arrête pour m'incliner devant la mémoire de ce Patrick Sapak que j'ai connu par personne interposée via un de ses compagnons de route que l'on appelle David Eboutou, pour ne pas les citer. Mais lorsque vous avez eu une ou deux séances de travail avec David Eboutou, vous pouvez avoir le portrait robot de Patrick Sapak sur des questions de panafricanisme. Donc, merci, merci Timothée Somba. À sa famille. Nous avons énormément de réactions sur la question. Je vais prendre sur moi de ne pas les relayer. Je vais en prendre une qui pourrait peut-être servir de résumé quant à ce qu'était Patrick. Elle nous vient de Libreville. Vous voyez que la mémoire, le nom de Patrick Sapak allait bien au-delà de nos frontières. Bonsoir, c'est Yaro. Depuis Libreville, je suis désolé pour le décès de Patrick, que j'ai très bien connu avec son ami Edmond Kouyaté, ici à Libreville. Un garçon très radical. Quand il défend une position, pour de vrai, il n'aimait pas trop la contradiction, surtout quand, selon lui, il avait raison. Mais la raison pouvait aussi être dynamique selon les circonstances. C'est ce qu'on va retenir de Patrick Sapak. Nous nous inclinons devant sa mémoire et on prend une transition. L'intelligence des situations. Retour sur le plateau, on va, après ce moment de forte émotion, on va reprendre ce qui fait Ouro Africa, ce qui fait la particularité de ce programme. On va rentrer toujours dans les méandres de l'évolution et de la pensée africaine et surtout du leadership africain. Lorsqu'on parle de leadership, on parle tout de suite de présidentiel, on parle tout de suite d'acteurs majeurs, d'acteurs dominants, on parle surtout en face d'opposition. Et ce soir, nous allons donc essayer de balayer, d'observer surtout les oppositions sur le continent. Je l'ai dit, l'ambition du président Gbagbo du côté de la Côte d'Ivoire semble avoir été brisée tout de suite. Thiam aussi, dans ce pays, semble aussi ne pas pouvoir être pour l'instant en capacité d'être sur le starting block. Au Cameroun, beaucoup de supputations. Alors, Jean-Maurice Mbo, des oppositions sur le continent, on a l'impression, lorsqu'on s'approche de ces moments fatidiques, qu'elles sont là juste parfois, on va dire parfois, pour faire le nombre. Faire le nombre, je ne pense pas. Il y en a qui ont vraiment l'ambition de gouverner, de diriger, de pouvoir apporter leur pierre à l'édification de leur pays. Mais moi, je veux ramener la question plus haut. C'est-à-dire qu'un État existe pourquoi, existe comment. Le chef de l'État actuellement entraîne quelle dynamique. Et dans cette dynamique-là, naturellement, il va créer l'opposition, il va créer la société civile. Vous dites il va créer. Naturellement. C'est-à-dire quand vous êtes en position de gouvernance, c'est comme le mariage. Hein. Dès que vous vous mariez, là, vous êtes le chef de famille. Donc on crée des oppositions en Afrique. On crée l'opposition. L'opposition est créée. C'est très grave ce que vous dites. Non, c'est une réalité. C'est une réalité, Stéphane. C'est-à-dire que ne prenez pas créer dans le sens d'aller fabriquer au quartier. C'est que vos positions, vos analyses, votre gestion crée l'opposition naturellement. C'est-à-dire que ce n'est pas le président qui crée l'opposition, mais votre façon de gérer suscite l'opposition. Votre façon d'administrer suscite l'opposition. Et l'opposition se crée généralement sur la base de la contestation. Je n'aime pas ceci, je n'apprécie pas cela, et je pense qu'on peut mieux faire ceci. Donc, à mon sens, l'opposition est normale, elle est naturelle, mais devrait, tout à l'heure on le disait, sans maîtrise la puissance n'est rien. C'est-à-dire que devrait se reconsidérer dans son approche. Dans un continent comme l'Afrique, il n'y a pas une position messianique où quelqu'un va se lever, il est le Messie, il est celui qui doit... Non, c'est une position concertée qui a pour objectif
soit d'avoir son mot à dire avec les différents élus, les députés par exemple. Nous sommes au soit Cameroun, gérer- Jean-Maurice Oui. avant qu'on nous épiloguions un instant peut-être sur la RCA bientôt et peut-être la Côte d'Ivoire aussi. Vous pensez véritablement, en moins de 2-3 mois de la convocation du corps électoral, que l'opposition dans ce pays a quelque chose à dire? Je continue de croire que notre opposition n'est pas idiote, parce qu'il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. La dynamique dans laquelle l'opposition se trouve aujourd'hui, elle ne peut rien produire. Mais si elle s'assied et qu'elle se reconsidère et qu'elle s'organise de manière responsable, et quand on est rentré dans l'opposition, c'est comme quand on gouverne, ce n'est pas une affaire d'individu, c'est une affaire d'alchimie, des idées, des logiques, des points de vue, mais aussi des charismes des hommes et des femmes pour pouvoir mener une idée à terme. Aujourd'hui, on a plusieurs partis politiques. Je crois que samedi encore avec le professeur, on s'amusait à consulter les statistiques avec l'UNDP qui est le deuxième grand parti du Cameroun, mais qui est d'un calme naturel. Quand on parle Est-ce qu'on peut partis, considérer l'UNDP comme l'opposition pour sortir? l'UNDP est l'opposition qui a choisi de s'allier au parti qui est au pouvoir, mais ça reste l'opposition, parce que l'UNDP a un président. L'UNDP, mais ça se fait partout, Stéphane. Les alliances se font partout. Écoutez, les alliances se font partout. Parfois, les alliances contre je vais sortir donc en disant que, je sors Stéphane en rappelant que l'opposition, je l'ai dit, se crée pour apporter sa pierre à l'édifice. On peut apporter sa pierre à l'édifice étant en alliance avec celui qui gouverne. On peut apporter sa pierre à l'édifice étant en face de celui qui gouverne. Il est grand temps que nos oppositions en Afrique reconsidèrent leur lecture et leur approche. Il est hors de question qu'on ait des opposants de 50 ans qui n'ont jamais rien produit. Des oppositions de 70 ans qui n'ont jamais rien produit. Peut-être c'est le moment de se reconsidérer, de s'asseoir et enfin de faire cette fameuse coalition qu'on nous a tout le temps annoncée, mais qui n'a jamais abouti. Merci Jean-Maurice Mbok. Simon Messengue, on semble sur la question accuser ceux qui sont au pouvoir d'être des fabricants d'opposants ou alors d'opposition. Le mot opposition parfois me semble trop généralisant. Vous savez, le pluralisme politique a ceci de particulier qu'il permet l'expression d'une diversité de la pensée politique. Oui. Chaque parti politique a un pan, a un angle qui lui permet de penser qu'il peut développer le pays, la cité d'une certaine manière. Et justement, c'est ça que le peuple souverain est amené à tabler pour décider de qui ou de quel programme doit conduire le pays. Quand en Afrique on aime dire opposition, donc quand on n'est pas au pouvoir, on est opposant. Mais avouez quand même que certains exemples, comme celui de l'UNDP, vous arrangent. Il faut comprendre une chose, c'est parce que... Une alliance avec un parti qui est censé être en face, dans laquelle tout le monde semble trouver son compte, mais qui est cartographié comme opposition lorsque l'on fait le décompte. Quand vous regardez l'UNDP et le RDPC, oui. Ils ont une plateforme, même sur le plan idéologique. Ils ont une plateforme. Seulement. Oui, monsieur le maire. Ah, mais j'ai rien dit. Est-ce que j'ai vu comme si vous étiez en train de... Non. L'UNDP et le RDPC ont une plateforme idéologique. Ça veut dire que l'UNDP n'est pas l'opposition? Non. Qu'est-ce que vous appelez opposition? Non, c'est un parti. On veut bien comprendre. Non. C'est ça, c'est justement là où nous faussons les données. Opposition. Ça veut dire que vous mettez tous les partis pour toute cette intelligence que les partis politiques génèrent pour présenter comment est-ce que les pays doivent être développés en un seul bloc opposition. Vous noyez tout. Certains revendiquent ce statut d'opposant, encore réécrit. Hein? Non, c'est justement parce que ils ne veulent pas faire l'effort de se dédouaner. Le RDPC a sa logique, sa vision, celle qu'elle présente. Maintenant, il y a des partis politiques qui l'accompagnent, qui ont des plateformes idéologiques, il y a des convergences idéologiques qui leur permettent de gouverner ensemble.
L'UNDP en fait partie. Seulement. Au-delà des convergences, il n'y a pas d'opportunité stratégique. Il faut bien que vous compreniez une chose. Non, je peux comprendre. Le RDPC n'a pas rencontré une opposition plus farouche au local que l'UNDP. Je vais vous prendre un cas de figure. Non, parce qu'il faut qu'on comprenne. Justement, là, on ne comprend pas. Sinon, on va survoler les choses. Quand on parlait d'opposition ou non, l'UNDP, ainsi de suite, c'est parce que vous vous fiez à l'élection à scrutin unique qui est la présidentielle. Mais je vais vous dire une chose. Nous, on parle de présidentielle ce soir, Simon Messengue. Non, vous parlez de présidentielle, mais je vais aller plus loin. La présidentielle ne définit pas forcément la cartographie politique d'un pays. Restons sur la présidentielle. Alors, oui, mais c'est le moment qui nous intéresse. Justement, je dis non une chose. À partir de cette élection, vous allez comprendre pourquoi est-ce que vous faussez les données en disant opposition. Parce que chaque parti politique a sa vision du pays. Et c'est cette vision qu'il présente. Quand vous noyez, quand les médias noient ces nombreuses visions-là, sous le prisme, c'est l'opposition. Comme il n'est pas au pouvoir, c'est l'opposition. Alors, vous croyez que c'est la première des choses qui biaise le jeu politique. C'est pas les médias. Certains se présentent et revendiquent le statut d'opposant. Écoutez, ils revendiquent, mais ils vous disent que le maire vous dit que je suis de l'UPC. L'autre vous dit que je suis du MDR. L'autre dit que je suis du UNDP. Vous croyez qu'ils disent ça pourquoi? L'autre va dire que je suis du MRC. Oui, bien sûr, mais ils disent ça pourquoi? Ils disent ça parce qu'ils vous disent que voilà notre vision. Et c'est cette vision-là qu'ils vendent au peuple. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on s'en fout de qui vous êtes. Si vous n'êtes pas au pouvoir, vous êtes d'opposition. C'est à partir de là. Et ce n'est qu'en Afrique qu'on voit, qu'on entend ce type de langage. L'opposition, point barre. Non. Non et non. Il y a des moments dans les dynamiques du monde. Il y a pas d'opposition en France. Aux États-Unis. Quelle opposition en France? On va vous dire qu'au Parlement, il y a tel qui a tel part, l'autre a tel part, ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est ce jeu qui se fait. Il faut qu'on sache une chose, nous sommes en politique. Il n'y a pas d'opposition. Sauf tout que vous mettez là dans l'opposition. Il faut que ça s'arrête. Et ça permet, vous êtes en train de perdre l'opinion. Il faut apprendre à dire que voilà la vision de tel. Le RDPC, voilà sa vision. Et si vous partez voter, on ne va pas mettre, vous avez vu sur un béton en opposition. Non. Merci. En 2018, il y avait combien de candidats? Je crois que c'était 11. On vous a compris. Attendez. Il y avait une partie politique. Je n'ai pas vu opposition quelque part. J'ai vu RDPC, RDPC, j'ai vu, je crois, Univers et autres ainsi. Je n'ai pas vu opposition. Donc, apprenons nous-mêmes, d'abord, à présenter les choses telles qu'elles sont. Ne créons pas des stratagèmes du genre opposition, pouvoir les monter, descendu. C'est plus compliqué que ça. Merci Simon Messengue. Monsieur Niek, Simon essaye de nous présenter une cartographie politique que certainement, moi le premier, je ne reconnais pas de ce pays. On voit certains acteurs qui s'imposent et revendiquent à corps et à cri, qui pourraient même vous en vouloir particulièrement si vous ne leur brandissez pas, vous ne leur donnez pas le statut d'opposant. Nous, on pose la question ce soir. Que peuvent-ils à l'orée d'un moment fort dans l'histoire politique des pays, Côte d'Ivoire, RCA, je l'ai dit, et même Cameroun? Que peuvent ces opposants face à cette hégémonie constatée des mastodontes qui sont au pouvoir? Stéphane Baga, je voudrais qu'on fasse la part des choses. D'abord, le sujet peut être à confusion. Lorsque vous parlez des oppositions, si vous lisez lorsque parle des oppositions africaines, c'est tout sauf de ce dont on parle. Restons sur... Non, ne me coupez pas. Non, je vous relance. Ne me relancez pas tout le temps. Stéphane Baga, c'est où je vais. Je sais où je vais, s'il vous plaît. Je vous dis que lorsque le colon était au Cameroun, chaque fois que les nations voulaient revenir, on créait des oppositions. Et on appelait les oppositions africaines. C'est-à-dire on vous amène à vous battre entre vous afin d'oublier le vrai sujet. Oui. Maintenant, je vous fais quelque chose ce soir parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas encore compris. Ce qui s'est passé en 90 n'était pas le retour au multipartisme. C'est la dislocation du parti unifié. C'est ça le problème. Si vous ne comprenez pas ça, vous n'allez pas comprendre ce que c'est l'opposition au Cameroun. Qu'est-ce qui se passe? En 66, je rappelle que dans les années 50, il y avait bien des partis politiques. Il y en avait avec des idéologies claires. Je rappelle pour l'UPC, c'était clair. Nous voulons gouverner le Cameroun pour le profit des Camerounais avec les Camerounais. Pour les autres, notamment l'UC, c'était gouverner le Cameroun au profit de l'Occident. Non. Je parle des faits. Alors en 66, lorsqu'Aïdjo prend le pouvoir à partir de 57, il fait tout pour s'installer. Il fait tuer beaucoup de gens.
et impose un parti unifié. Là-dedans, il y a ce qu'on a appelé l'axe nord-sud. Je voudrais arriver à l'UNDP, hein, je sais de quoi je parle. Oui, allez-y. L'axe nord-sud, qui était composé de l'UC notamment. Le sud étant composé, parce que l'UC était un parti du nord, ceux qui ne le savent pas. C'est le parti du nord, c'est écrit. Lorsque se met avec le BDC et autres, ça fait l'axe nord-sud. Et plus tard, on oblige tout le monde à aller au parti unique. Au nom de l'unité nationale, de la création de nouvel État et tout et tout. Tout le monde y adhère, y compris une partie de l'UPC, parce qu'il faut être clair. L'UPC de Maniema type. Il faut être clair, c'est le fait. Alors, C'est pour ça qu'on l'appelait Cocon. absolument. Absolument. En 90, avec les lois d'amnistie et autres, avec l'arrivée, avec le vent de l'Est, l'UNC éclate. Et ça a créé UNDP et tout et tout. L'UC revient avec une autre appellation. Donc ce que vous avez vu en 90, c'est la dislocation de l'ancien parti unique. Vous ne pouvez donc pas dire que les gens qui sont disloqués hier sont dans les oppositions. Et ça va les rattraper 2 ans plus tard. Après, je ne veux pas dire la victoire de Frundi, du SDF. Non, de l'ARC CNS. Hein? L'Union pour le changement en 92. Après ce score que vous connaissez tous. Non, moi je ne connais pas. Je connais les faits officiels. Mais je vous parle de ça. Oui, j'ai dit, vous dites la victoire de Fundi. Je ne l'ai pas dit. J'ai dit, Vous m'avez dit la victoire de Fundi. Non, j'ai dit, je ne dis pas la victoire de Fundi. Oui. Vous voulez entendre ce que vous voulez entendre. N'insinuez pas quelque chose qui peut être préjudiciable. Savan Baga, je vous ai dit, je ne dis pas la victoire de Fundi. Voilà. Le score que vous connaissez, 36%. N'est-ce pas au moins? Ça, au moins, on se reconnaît dedans, non? Après ce score, le régime en place s'est rendu compte que si on continue à rester divisé, ça va être un problème. C'est comme ça que l'UNDP et tous les gars du 6 avril et tout se remettent ensemble et recréent en réalité, au sein dans le RDPC, le nouveau parti unifié. Avec à l'intérieur une partie de l'UPC. Il faut l'avouer. C'est ça qui fait la guerre à l'UPC, que la partie qui était dans le parti unique est revenue sur une partie que dirigent les gens que vous connaissez, je ne peux pas citer leur nom. Dès lors, il n'y a pas beaucoup de partis d'opposition au Cameroun. Ça va paraître chauvin. Mais le seul vrai parti d'opposition sur le plan idéologique, et lorsque vous dites que l'UNDP et l'UNDP sont une plateforme idéologique, c'est vrai, il ne ment pas. Il dit la vérité parce qu'en fait l'UNDP, c'est la même chose. C'est la plateforme idéologique. La plateforme d'entente. Non. La plateforme stratégique. Non. C'est Van Baga. Mon frère et beau-frère et ami, vous a dit ici, Timothée va pas me démentir, que l'UNDP, pour ne pas la citer, elle a une plateforme idéologique. C'est ce qu'il a dit. Je lui dis, il a raison, il ne se trompe pas, il a raison. Parce qu'en réalité, c'est les anciens d'un même parti unifié qu'on appelait l'UNC. Ils ont eu des problèmes, mais face à l'adversité de 92, ils ont dit, ah, si on continue, c'est grave. Ils se sont donc reconstitués, et voilà le problème aujourd'hui du Cameroun. Ils se reconstruisent chacun ayant ses partis satellites. C'est-à-dire, l'UNDP a des partis satellites, l'UNDP ça en a, mais en réalité, ils ont reconstruit leur bloc. Et le seul parti qui reste de l'opposition, non, pas parti politique, le seul mouvement politique, véritablement l'opposition idéologique, c'est l'UPC. Il faut le comprendre. Maintenant, la bonne question, qu'est-ce que nous pouvons, et là j'élargis, lorsque vous avez ce parti, l'ancien parti unifié, qui se reconstitue en réalité, appelez ça alliance ou quoi, mais il se reconstitue, parce qu'ils ont effectivement une plateforme idéologique, c'est vrai. Ils l'ont. Il sera très difficile, avec la multiplication, et Dr Mbok je le rejoins, même comme il a voulu blanchir, arrondir les bouts, effectivement, lorsque vous êtes un parti au pouvoir, il faut créer votre propre opposition. Parce que lorsque vous la créez, vous la maîtrisez. Si vous laissez une opposition que vous ne maîtrisez pas, c'est très grave. Et vous pensez que dans le jeu d'aujourd'hui, il y a beaucoup de créations et de créatures. La plupart, je prends un exemple concret. Oui. Monsieur Atanga du ministre de l'Art a des partis qui peuvent céder aux gens, vrai ou faux, Timothée Somba. Vous le matin, vous cédez un parti. Il en a dit, c'est lui qui le dit, c'est pas moi. Il a dit que je vous ai donné un parti, non, je vous ai recommandé un parti, non. Pour recommander un parti, il faut l'avoir avant. Il l'a vraiment dit? Il l'a dit. Il y a pire que ça. Et on a créé une quarantaine de partis le même jour, et le ministre s'est fendu en communiquant de ces partis politiques, vrai ou faux? Non, moi je ne sais pas si le ministre vous organisez votre ignorance, mais les faits restent les faits. Donc à la réalité aujourd'hui, nous avons très peu de partis d'opposition. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. On a très peu de partis d'opposition. Maintenant également des hommes politiques qui sont opposés au régime. J'ai fait la différence.
Le parti d'opposition a une opposition idéologique. Oui. Les hommes qui sont opposés au régime en place peuvent avoir des anciens amis qui ne sont pas entendus sur le partage du gâteau. Et je fais les graines formelles là-dessus. Nous avons donc aujourd'hui au Cameroun un seul vrai parti idéologiquement opposé au régime en place. Pas au RDPC. Le régime en place n'est pas que le RDPC. Et les autres, beaucoup d'hommes politiques opposés au régime, auxquels ils ont appartenu hier, comme ça n'a pas marché entre eux, et lorsqu'on a reconstruit le parti unifié après 92, ils sont retrouvés en dehors, ils se sont dit, bon, quant à faire, on va combattre un individu. C'est pour ça qu'ils vous disent que le problème du Cameroun, c'est bien. Et nous, à l'opposition, on dit, le problème du Cameroun, c'est le système instauré depuis 1957. Merci. Maintenant, je finis en vous disant en quelques secondes, qu'est-ce que nous pouvons? Il ne s'agit pas pour les partis politiques de pouvoir ou pas. Il s'agit, est-ce que le peuple camerounais est disposé à prendre son destin en main? Bonne question. Jean-Dieu Vouna, est-ce que le peuple camerounais est justement décidé ou alors destiné à prendre son destin, son avenir en main? Mais la question c'est, est-ce qu'en termes d'offres, elle existe? Est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'en prenant X ou différent de Y, on prend juste Pierre qu'on remplace par Paul? Je vais être partagé, M. Barga. Vous savez, le Cameroun, pour parler du Cameroun, afin de revenir au niveau de l'Afrique, c'est le seul pays où l'opposition s'oppose aux opposants. Peut-être qu'il faudrait définir, selon vous, qui est opposant, qui ne l'est pas. C'est un paradoxe. Pourquoi? Parce que simplement, nous avons deux types d'opposants. Nous avons des opposants ethno-communautaires, des partis politiques ethno-communautaires, qui justement sont très souvent créés par, comme le docteur Mbok l'a dit, et nous avons un autre genre d'opposants qui ont des idéologies douteuses ou une méconnaissance des questions géopolitiques et des géostratégies. Parce que pour gouverner un pays, il faut avoir une profonde connaissance de la géopolitique et de la géostratégie qui s'impose aujourd'hui parce que nous sommes dans un monde multipolaire. Alors, il ne s'agit pas seulement de pouvoir comprendre est-ce que le peuple camerounais, il y a un leader qui peut prendre le peuple camerounais, assumer les besoins du peuple camerounais. C'est un peu plus large que ça. On peut avoir une idéologie comme celle de l'UPC aussi importante, mais si elle n'est pas progressiste et si elle ne s'adapte pas aux questions géopolitiques et géostratégique, ce serait une idéologie caduque. Je parle devant M. le maire et il comprend bien de quoi je parle. Non, j'avoue que je comprends, mais je ne suis pas d'accord avec toi. Oui, j'ai dit que vous comprenez bien, je n'ai pas dit que vous êtes d'accord. Voilà. Mais vous comprenez clairement que si l'idéologie de l'UPC... Qui est laquelle? Alors, qui est celle que vous qui est celle que vous avez dit gouverner le Cameroun avec les Camerounais. Gouverner le Cameroun avec les Camerounais, je vous ai suivi. Oui, pour le bien des Camerounais. Elle est caduque? Non, je n'ai pas dit qu'elle est caduque. J'ai dit si elle n'est pas progressiste c'est adaptée aux questions géopolitiques et géostratégiques, elle sera caduque. Si elle reste... Vous me comprenez, monsieur le maire, j'évolue. Nous parlons des oppositions. J'ai dit que je serais partagé. Si cette idéologie reste intacte au niveau de 58, je peux vous dire qu'en 2025, elle est caduque. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un monde multipolaire, où il y a des puissances qui ont émergé, où il y a la géostratégie qui s'impose aux politiques intérieures, la géopolitique qui s'impose aux politiques intérieures. Vous pouvez donc plus gérer le Cameroun pour l'intérêt des Camerounais. Pour l'intérêt des Cameroun, tout simplement parce que si vous n'avez pas une connaissance approfondie sur le plan géopolitique et géostratégique, l'idéologie la meilleure que je trouve au Cameroun de l'UPC serait caduque. Ça, c'est pour une certaine opposition dont vous appartenez, où les idéologies sont conformes. Maintenant, cette opposition qui est créée, dont le docteur Mbok a parlé, et qui s'oppose aux opposants, c'est cette autre idéologie. Il y en a au Cameroun? Il y en a, non. C'est même... Vous lisez la presse, les réseaux sociaux, où vous voyez des leaders, un leader qui passe, et le lendemain, ce n'est pas les gens du système qui le critiquent, c'est ceux de l'opposition qui sont en train de l'insulter, de le railler et autres. Donc moi je dis sincèrement que pour le moment, est-ce que
les oppositions africaines peuvent faire quelque chose, je crois que tant que ce sera des oppositions... Les oppositions africaines ne sont pas les oppositions d'Afrique. Hein. C'est différent. Et tant que ce sera des oppositions ethno-communautaires, voilà d'abord la racine du mal. C'est-à-dire où nous avons des leaders politiques qui servent le village, la communauté, où on ne peut parler, on parle rarement, on parle de la République en termes de discours, mais on s'appuie sur la communauté pour compter que c'est ça qui pourra nous permettre de gouverner. On ne peut pas gouverner une nation avec une communauté. L'erreur donc des oppositions africaines, c'est toujours de compter sur sa communauté. Et ça, c'est une erreur stratégique. Je ne crois pas qu'il y ait un seul homme politique qui tienne ce discours. Permettez. C'est l'analyse. Permettez, monsieur le maire. Mais maintenant, nous avons aussi en face des systèmes qui ne permettent pas, avec leurs mécanismes qu'ils ont mis en place. Par exemple, regardez en Côte d'Ivoire, et je vais venir au Cameroun. Pourquoi on ne continue pas au Cameroun? Je vais venir, je te parle au Cameroun. En Côte d'Ivoire, vous voyez, le président Laurent Gbagbo, il n'est pas dans la liste. Monsieur Thiam qui est dans la liste, il a été disqualifié. On parle maintenant de nationalité, alors que celui qui gouverne, sa nationalité a été mise en cause jadis. Voyez-vous, quand nous arrivons maintenant au Cameroun, on ne peut pas me dire que on nomme un membre du Conseil constitutionnel qui est officiellement militant d'un parti au pouvoir et qu'on dise que l'opposition peut s'en sortir. Non. Qu'est-ce que vous voulez par là dire? Je dis ce que vous comprenez. Non, moi je ne comprends pas. Je dis qu'il n'est pas moral. Même comme certains me diront qu'en politique, il n'y a pas de morale. Il n'est pas moral qu'on se retrouve avec une nomination d'un membre du Conseil constitutionnel qui est la dernière institution qui est censée trancher au cas où il y a des problèmes de postes électoraux, qui soit membre officiel du parti au pouvoir. Ça pose un sérieux problème, non pas de légalité, mais de légitimité et de morale, sur le plan éthique et même sur le plan esthétique de la pratique de la politique dans une nation qui se dit démocratique. Donc moi je pense que nous avons donc d'un côté des partis, des opposants ethno-communautaires, des opposants aux idéologies douteuses, des opposants qui ne progressent pas pour s'intégrer dans le jeu politique international. Pour preuve, en dehors, au Cameroun par exemple, de Espoir Matomba, je ne vois pas un opposant qui a tissé une toile géostratégique et géopolitique en dehors du président Biya. En dehors du président Biya, qui, lui, il est au pouvoir, parce que pour gouverner, par exemple, mon pays, le Cameroun, il faut avoir une profonde connaissance des questions géopolitiques et géostratégiques. En dehors donc d'Espoir Matomba, que j'ai suivi pendant un temps, pendant longtemps, et qui a bien tissé une toile en tant qu'opposant. Est-ce que le secrétaire général de l'UPC que nous avons en face de nous peut nous faire aujourd'hui des questions géostratégiques et pour nous démontrer comment, si dans quelques mois, il pourra s'en sortir pour remplacer le grand patriarche qui est là et qui a pu réussir à maintenir le Cameroun quand même sur ce plan-là, sur le plan géostratégique et géopolitique, au niveau d'un respect international que nous ne voulons pas perdre. Voilà. Merci Jacques Dieu. Timothée Somba, là on a l'impression que chacun sa vision de l'opposition, chacun ses acteurs, mais la réalité est là, on a l'impression que les camps d'en face, lorsque l'on évoque de façon plurielle ces oppositions africaines, peinent véritablement souvent à des exemples près. L'exemple sénégalais semble aujourd'hui le plus probant à renverser les pouvoirs dominants. Pourquoi cette faiblesse stratégique qui empêche à ce qu'il y ait véritablement alternance alors que nous sommes en démocratie? Mes opposants m'ont cambriolé. Je ne sais pas, soit c'était vendredi dans la nuit, soit c'était samedi. Je suis arrivé dans mon bureau aujourd'hui pour travailler. J'ai trouvé que mes laptops n'étaient plus en place, plus rien n'était en place. Ils se sont servis d'une interstice de la fenêtre qui ne se fermait pas convenablement pour subtiliser tout mon matériel de travail. Donc, voilà ce que mes opposants m'ont fait aujourd'hui. Maintenant, c'est pour ça que mon bonheur n'est pas heureux ce soir comme d'habitude. Je l'ai remarqué. Maintenant, l'opposition en politique est définie comme étant l'ensemble des forces politiques qui sont adversaires du système gouvernant. À partir de là,
moi je n'ai pas un problème avec les idéologies, qu'elles soient ethno-communautaires, qu'elles soient ceci. Dès que vous n'êtes pas un parti qui fait partie de la majorité gouvernante, Oui. et que lorsque l'arbitre dit à vos marques pré-partis, vous êtes adversaire, vous faites partie de l'opposition. L'UNDP n'est pas un parti de l'opposition au Cameroun pour l'élection présidentielle. Oui. Parce que leur deal Pourquoi est ce clair. distinguo sur la présidentielle et être adversaire dans les élections locales? Non, le distinguo peut, et vraiment je vais me prononcer là-dessus avec beaucoup de pincettes. Le distinguo peut tenir de ce que Bello Bouba a été quand même le premier ministre de Paul Biya. Les Camerounais ne le savent pas. Je pense que c'est le tout premier ministre sous le régime Paul Biya. Je vois mal Bello Bouba devenir un adversaire farouche de Paul Biya pour la présidentielle. Mais je les vois très bien se battre au niveau des élections locales. On tourne la page, vous avez dit que la thématique est claire. On parle de la présidentielle. Donc pour la présidentielle, l'UPC, l'ANDP, le FSNC ne sont pas des partis d'opposition. Non, votre UPC, nous ne sommes pas là-dedans. Non, je n'ai pas, j'ai cité l'UPC. Il faut l'enlever. Du moins une certaine UPC. Non, il faut mettre un certain individu qui prétend... J'enlève même l'UPC, voilà. C'est un parti problématique pour l'instant. Voilà. Donc, le FSNC, le PADEC de Jean de Dieu Momo font partie de la majorité gouvernante. Ce ne sont donc pas des partis d'opposition. Maintenant, qu'est-ce qui freine au niveau de l'opposition? Vous avez parlé d'un déficit stratégique. Oui. Il y a un déficit stratégique, certes. Il y a un déficit systémique. Et il y a un déficit structurel. Le déficit stratégique tient au fait que l'opposition en Afrique ne se positionne pas en alternative. L'opposition passe le temps à se positionner en alternance. Des hommes qui veulent remplacer les hommes qui sont en place. Et qu'est-ce qu'on introduit à ce niveau? C'est l'offre idéologique? L'offre idéologique. Oui. Capable de créer un électrochoc au niveau du peuple. Parce que l'arbitre, c'est le peuple. C'est une présenter un construit qui permet quand même de voir... C'est justement là où je viens. Oui. L'arbitre, c'est le peuple. L'offre idéologique, si elle ne crée pas un électrochoc, vous devez vous réinventer, vous devez l'adapter. Alors c'est obsolète. C'est pour ça que je dis, si au bout de 10 ans, votre offre politique ne séduit pas, vous devez comprendre que le peuple ne veut pas aller dans ce sens. Vous devez vous réinventer. Maintenant, il y a le déficit structurel. C'est indubitable qu'un parti politique qui veut se positionner en alternative doit au moins se doter du même coefficient de moyens structurels. Oui. Déficit d'implantation territoriale, déficit de financement, déficit de modèle. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous voulez remplacer Paul Biya. Mais vous êtes leader d'un parti politique dans lequel vous refusez la contradiction. Dès que quelqu'un se positionne contre vous, vous l'excluez de votre parti. Vous pensez réellement que le peuple peut vous faire confiance pour remplacer Paul Biya? Ça existe au Cameroun? Bien sûr. Si vous voulez qu'on cite, on va citer. Non, on ne va pas citer. Voilà. C'est pour la culture. Ils sont pléthores. Vous ne pouvez pas être un parti politique qui veut challenger le président Biya, mais dès que vous n'êtes pas d'accord, quelqu'un va créer une faction. Vous avez donc des partis politiques comme ça qui refusent la contradiction, d'autres qui refusent le compromis, préfèrent créer, disloquer l'escrime. Donc, le problème de financement, avoir une idée c'est bien, avoir un projet c'est bien, mais avoir une machine c'est encore mieux. Parce que celui qui a une machine et qui n'a pas de projet peut même arriver. Mais si vous avez le projet et que vous n'avez pas de machine, vous n'avez pas de financement, vous n'irez nulle part. On a donc des gens qui ont des idées, mais qui ne sont pas prêts à attendre le temps qu'il faut pour se doter d'une machine. Permettez-moi de vous raconter rapidement une anecdote. En 30 secondes. Avant d'arriver sur le troisième volet, le volet systémique. J'ai beaucoup aimé une fille en 6e. Je faisais la classe de 6e. Alors l'essentiel, mais en 6e, oui, je vous dis comment les partis d'opposition, certains leaders d'opposition versent dans l'aventurisme. Mais en 6e, je ne représentais absolument rien. J'étais incapable
de la convaincre. Vous savez à quel moment j'ai pu sortir avec cette fille? Quand j'étais déjà en Master 2. La nature a voulu qu'elle échoue plusieurs fois et que je devienne son enseignant. Wow. Mais là, je parlais devant elle avec une assurance, avec une autorité. Vous pouvez imaginer le nombre d'années que j'ai patienté. On a donc cette opposition-là qui ne veut pas construire en allant avec aucune autre fille, c'est ça? Patienter en allant avec aucune autre fille? Non, je suis allé avec d'autres, mais j'étais présent. Vous n'étiez pas patient? Non, mais j'étais présent. J'étais présent. Je suis resté présent auprès d'elle pour qu'elle ne m'oublie pas jusqu'à ce que je devienne capable de lui dire quelque chose. On a donc, je courais aussi le risque d'échouer. Je reviens sur les partis politiques. On a donc des leaders de partis politiques qui veulent être présidents. Là, ils ne prennent pas le temps de se construire, de patienter et de prendre le risque d'échouer à nouveau, mais d'avoir balisé un terrain pour une génération future. Vous avez un leader de parti politique qui décide de ne participer qu'aux élections présidentielles. Soit il est président, soit son parti politique n'est rien. On n'a pas besoin de citer. Vous arrivez maintenant sur le déficit systémique. Là, ce n'est pas seulement la faute des partis d'opposition. C'est l'absence de consensus sur les règles de jeu. Qui fait donc que les partis dominants se dotent d'une armature institutionnelle, parfois taille patron. On a évoqué le cas tout à l'heure de la Côte d'Ivoire, où quelqu'un qui a eu des problèmes d'ivoirité, quelqu'un qui a fait un serment qu'on ne va plus instaurer les questions d'ivoirité, revient avec les questions d'ivoirité pour éliminer ses nouveaux adversaires. Vous ne pouvez pas dire que vous amnistiez quelqu'un. Quelqu'un a été blanchi par la Cour pénale internationale, a quitté, mais vous dites que lui, il ne peut pas participer à une élection interne. Ça pose donc un problème. À la fin, on se retrouve avec une opposition qui est coupable pour les deux premiers versants que j'ai pris, mais qui est aussi victime pour le versant terminal. Merci. Je vais sortir avec une interrogation. Est-ce que l'on doit donc faire le procès au parti dominant de ne rien céder au parti d'opposition? Merci pour l'interrogation. Jean-Moïse Mbok, en même temps coupable, en même temps innocent, finalement on s'y perd. Mais la réalité est là. Les scores des 4 dernières consultations électorales sont visiblement en défaveur de ceux-là qui sont censés garantir soit l'alternative, soit l'alternance. Alors, moi je vais déjà chuter dans mon premier propos en rappelant que l'opposition, ce n'est pas la confrontation. Parce que si vous ne comprenez pas ça, c'est là que je rejoins Simon. Mais on a vu là où c'était la confrontation et ça a semblé marcher, les arbres sénégalais. L'opposition. On a vu une confrontation brutale. L'opposition, qui est en fait un autre parti politique avec son idéologie, sa dénomination, n'est pas forcément créée pour la confrontation. Parce que quand on parle même d'opposition, je préfère en Afrique, pour ajouter de l'eau à son moulin, c'est toute une théorie en sciences politiques qui voudrait qu'on parte en politique, qu'on parte de la dialectique ami-ennemi à la figure de l'adversaire. Voilà. Parce que l'adversité en politique a des règles d'éthique, de morale et de fair play qui font que on peut aller à une élection, je suis perdant, mais on ressort de là en coupant une bière au bas du carrefour. Tout à fait. Merci. Donc, il faut rappeler aujourd'hui que le parti politique qui est créé a son idéologie, a ses objectifs. Maintenant, s'assied et de manière objective, réfléchir comme Timothée a posé le problème. Est-ce que j'ai les moyens? Est-ce que j'ai une machine? Est-ce que j'ai la technostructure pour m'amener à terme? Oui. Je n'ai pas, je peux m'associer à qui? La loi de l'association entre en compte. On peut s'associer entre partis d'opposition, comme le G20, parce qu'on a un objectif, c'est d'apporter notre pierre à la construction. Comme le G20. Hein? Déjà existant. Le G20, c'est l'opposition, ça. Mais c'est une opposition. Ok, d'accord. J'ai dit que c'est une opposition. J'ai pèse le mot. Comme le G20. Aujourd'hui, Jean de Dieu Momo participe à la construction d'un meilleur environnement juridique. Est-ce qu'il l'opposant fait la question? Il dit construire le pays. Est-il opposant? Quand Jean de Dieu Momo recadre les magistrats du parquet,
Est-ce qu'il n'est pas en train de contribuer à l'édification d'un meilleur système judiciaire? Qu'est-ce qu'on veut? On veut seulement diriger ou bien on veut arranger le pays? Je te rejoins dans ceci et c'est bien, monsieur le maire, qui l'a dit. Les partis d'opposition qui avaient été créés à une certaine époque l'avaient été pour nous diviser. Et ça m'étonne qu'aujourd'hui, on soit surpris qu'on veuille s'unir. Moi, ça m'étonne. Parce que il faut rappeler ici, Stéphane, et il faut le dire avec force. La politique, ce n'est pas la négation de tes valeurs, de tes capacités, de ton potentiel. La politique, ce n'est pas l'animosité à mort. En fait, ce n'est pas la sorcellerie comme on essaie de monter en Afrique. Parce que c'est une affaire de vie ou de mort. Ce n'est pas ça la politique. C'est quelle est l'offre que j'ai, quels sont les moyens que j'ai. Et l'UPC le dit, pour le bien des Camerounais, par les Camerounais. Si on va dans cette logique, il faut accepter qu'on peut être d'une opposition qui choisit la coalition. On peut être d'une opposition qui choisit de fonctionner seule. Ce n'est pas choisir la coalition, ce n'est pas l'opposition facile. Je crée mon parti et je fais un semblant de campagne, 2 jours avant l'élection. Je dis allez voter pour le bilan, le RDPC. C'est l'opposition facile ça. N'allons pas dans cette logique. C'est ça qu'on voit le plus. N'allons pas dans cette logique. Sachez que c'est des choix qu'ils ont faits. Et moi je vais commencer par saluer tous les hommes politiques. Il faut beaucoup de courage pour entrer en politique. Il y a beaucoup d'aventuriers aussi. Il n'y a pas de problème, même être aventurier, là, il faut du courage pour être aventurier. C'est-à-dire que ne croyez pas que pour jouer le rôle de faux prêtre, de faux pasteur ou de faux médecin, c'est pas un jeu, hein, il faut beaucoup de courage pour jouer à ce jeu. Ça fait une qualité. Donc, ça c'est vous qui le dites. Je suis en train de dire ceci. Nous sommes en train de parler aux Africains, s'il vous plaît. Et il ne faut pas qu'on essaye d'amener un sujet aussi sérieux dans la rigole. La rigole de l'invective, de la sauvagerie, de la méchanceté. C'est un sujet important, central. Machiavel même disait que tout n'est pas politique, mais la politique traite de tout. Alors, ça veut dire que c'est un sujet central. Et le ministre Issa Chiroma a l'habitude de dire que si vous ne faites pas la politique va vous faire. Donc nous sommes dans un contexte où les questions de politique, de gouvernance, d'opposition, il faut les traiter avec beaucoup de sérieux. Et le sérieux ici, c'est d'abord les populations qui sont interpellées. Quand j'entends UPC, est-ce que j'entends M. le maire Niek ou j'entends idéologie du parti? C'est ça qu'il faut traiter. Quand Timothée demande l'équité au niveau des gouvernants, quand ils entendent UPC, ils entendent quoi? X, Y ou Z. Ou alors c'est une idéologie qu'il faut encadrer, qu'il faut accompagner. Donc à tous les niveaux, tant qu'on a cette logique de politique, comme la guerre, la magie, la sorcellerie, on n'arrive même pas à s'entendre et à reconnaître qu'en termes de prestance ou de charisme ou de représentativité, tel est plus représentatif que l'autre. Mais croyez-moi Stéphane, en Europe, il y a l'opposition, contrairement à ce que M. Senke dit. En France, il y a l'opposition. Mais c'est une opposition qui s'organise. Quand ils font fusion, on peut en reparler après l'émission. Quand ils font fusion, ils mettent toujours une personne devant. Jean-Luc Mélenchon, ce n'est pas son parti lui seul. Hein. C'est plusieurs partis politiques qui se mettent ensemble. Mais je veux simplement ressortir ici cette hauteur d'esprit qui permet de s'asseoir, de se rassurer qu'on va dans la même direction et de fonctionner ensemble. Merci. Ne présentons donc pas l'opposition en Afrique surtout, où on sait très bien que les gens veulent nous diviser. On sait très bien qu'en face, leur but est de nous disloquer. Entrons dans la logique de grandeur. Si on est dans l'opposition d'en face, sans vouloir collaborer avec les autres, recherchons ceux qui sont comme nous, travaillons ensemble. Si on veut collaborer avec ceux qui gouvernent, allons dans la collaboration sans disparaître. Et je sors donc en disant que quand vous demandez si l'UNDP est l'opposition, si le FSNC est l'opposition, oui, c'est des oppositions, de par leur dénomination, de par leur idéologie, mais qui ont choisi de participer à leur manière, au construit de la nation. Merci. Merci Jean-Moïse Mbok. Je vois des voix qui s'élèvent, mais je voudrais, on a quand même la chance d'avoir sur ce plateau un leader politique de premier plan. Il faudrait qu'il s'exprime et qu'il nous dise sa vision quant à ce qui est dit sur ce plateau, des oppositions qui se construisent
autour d'un acteur central qui est le parti au pouvoir, or des oppositions qui se construisent avec d'autres partis d'opposition au sein de l'opposition en espérant avoir la force de pouvoir renverser le mastodonte en face. C'est exact. Je note que 2 personnes parlaient pendant 20 minutes. Monsieur le maire, vous avez la parole. Si. Oh là là. Parce que vous allez me couper. Parce que comme dans votre message, je n'irai jamais. Je vous ai dit au départ, que vous ne pouvez pas en même temps vouloir une chose son contraire. Lorsque vous êtes opposé à un homme, pour vous entendre par rapport aux intérêts. Monsieur le maire, c'est la politique. Hein. Vous savez très bien que c'est vous qui savez retourner vos vestes à chaque carrefour. Je dis ceci. Lorsque vous êtes opposé à un homme, pour des raisons que vous connaissez, pour finalement vous entendre. Ah, c'est possible. Merci. Lorsque vous êtes opposé à un système où il n'y a pas de point de convergence, vous n'avez rien à faire ensemble. Voilà. Il faut que ce soit clair. Merci. C'est ça qu'on appelle. Moi, je ne suis pas opposé à Paul Biya. Je suis opposé au système en place. Comme les gens d'aujourd'hui, qui gèrent le pays au bénéfice des autres. Je vous ai dit au départ que moi, je ne perds pas tant. Il ne s'agit pas des partis politiques qui sont capables ou non. Lorsque vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas d'électricité, lorsque le taux de chômage est de 40%, le taux de pauvreté est passé à 37%, est-ce que vous êtes d'accord qu'il faut continuer avec ça? C'est ça le problème. Ce sont les statistiques d'où? C'est le Cameroun? De l'INS, je suis désolé. De l'INS. Non, le taux de chômage quand même est de 3,6%. Oh là là. Confondez pas sous-emploi et chômage. Bon, ça c'est des définitions très scientifiques. Non, vraiment, je souhaite que... Très scientifique, je dis ceci. À moins qu'on ne s'entende pas. Lorsque vous avez une jeunesse qui ne trouve pas d'emploi, appelez ça comme vous voulez. Sans emploi au chômage, c'est la même chose. Vous ne travaillez pas. Deuxième chose, le taux de pauvreté est 37%. C'est-à-dire qu'il y a 37% de Camerounais qui auraient moins d'$1 par jour. C'est l'INS. Lorsque vous n'avez pas de route, lorsque vous n'avez en réalité plus rien, lorsque quoi je veux dire, les lois ne sont pas appliquées. C'est le cas du Cameroun là? Je suis désolé, oui. Je suis désolé, oui. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. Qui le dit? Lorsque pendant 43 ans, vous avez promis la prospérité, que votre président de l'Assemblée nationale vous dit qu'il n'a pas vu lui-même. Dixit Kavaye-Guédibré. Il n'a jamais dit ça. Ah, très bien. Il faut poser la question au peuple camerounais. Au-delà de tout, est-ce que vous pouvez dire que vous n'avez pas vu une autre alternative? J'ai entendu des choses bizarres ici où les gens disent qu'il n'y a pas d'offre politique. Ce n'est pas vrai. Il y en a. Je ne connais pas un seul parti politique que je vis. Pourquoi elle peine à séduire? Non. C'est la mentalité, vous savez, hein? C'est vraiment bagarre. Lorsque les gens sont habitués à l'esclavage, ils ne payent pas d'eau, ils ne payent pas d'électricité, ils ne payent pas de loyer. Lorsque vous leur demandez d'être libre, aller payer l'électricité, ils vont dire non. C'est ça le problème. Comment les gens vont rester esclaves parce qu'on ne paye pas l'eau? Parce que dans l'esclavage ne paye rien. Mais l'esclave, il y en a qui préfèrent rester là-bas que de se libérer pour souffrir un temps. Et là, je suis d'accord avec Timothée. Il faut souffrir un temps pour construire quelque chose. Et ce n'est pas seulement un parti politique. Il y a des Camerounais qui se payent chaque jour. Je suis désolé, je vais vous prendre un exemple concret. 80% des présidents de bureau de vote sont des enseignants à toutes les élections. 80%. Parce que c'est du personnel disponible. C'est les mêmes gens qui ne sont pas payés, du moins ils le disent, mais qui veulent Paul Biya. Je leur pose la question, Il ne s'agit pas des partis politiques. Est-ce que vous-même, qui estimez que ce qu'on vous dit, que ce n'est pas bon, vous vivez ça tous les jours, mais préférez l'esclavage? Parce qu'en réalité, vous savez pourquoi? Moi, j'ai entendu un leader politique du RDPC chez moi, pour ne pas le nommer, qui disait aux gens, si vous ne votez pas le RDPC, on paiera pour vos salaires. Il y a des gens qui vont prendre peur et voter le RDPC en sachant que, en pensant, ils n'ont pas les salaires payés. Hein. Mais on leur dit, si vous ne votez pas, vous ne serez pas payé. Donc ce n'est plus un problème de parti politique aujourd'hui. Parce que les hommes politiques existent bel et bien, qui sont complètement différents. En même temps, je reconnais qu'il y a des hommes politiques qui sont en réalité dans une guerre avec un individu. Donc, je le reconnais. Maintenant, je voudrais me prononcer en faux pour dire qu'il n'y a pas un parti politique qui est comme base idéologique attribut. Oui. Non, ça n'existe pas. Ce n'est pas possible. La réalité vous ramène là où vous êtes. Je vous ai dit au départ que lui, c'était le parti du Nord. Mais on n'a jamais créé lui en disant que c'est le parti du Nord. Si nous prenons les statuts du RDPC, on peut bien l'attacher à une ethnie. On peut, vous savez pourquoi? C'est pas pour le président de section. Si on prend comment ça fonctionne sur le plan structurel, comme même bien dit mon ami Timothée Somba, on compte nombre de préfets, nombre de sous-préfets, nombre de gouverneurs, on va, c'est trop facile. Mais pour moi, attendez, pour moi, c'est pas important. Pour moi, ah bon?
Moi, je pose une question. Pourquoi vous parlez que l'on parle du RDPC? Non, non, moi, je Pour moi, je suis les préfets de campagne de la même tribu, tant qu'ils servent le Cameroun, vous comprenez, hein, c'est le Cameroun, ça ne me gêne pas. Mais j'ai dit, le résultat des courses, nous sommes là où nous sommes. Et si vous pensez qu'on n'est pas là où on devait être, si vous pensez qu'on est là où on devait être, tant mieux. Mais moi, je vous dis aujourd'hui, dire que les oppositions ne peuvent rien, ce n'est pas vrai. Le problème aujourd'hui, c'est que les Camerounais sont habitués à l'esclavage et ils peinent à en sortir, malgré la souffrance. Ils préfèrent souffrir parce qu'ils sont sur de la souffrance et ils ont peur du bonheur à la limite, c'est ce que je dis souvent. Merci. Donc, voilà. Merci. Non, non, il nous reste peu pour le temps. Non, j'ai compris. Merci. Merci de m'avoir donné cette Simon Messengue, je vous donne la parole. Ok, moi Avant que monsieur vous en la prenne. Quand vous suivez l'UPC, parce que c'est un parti, mais dès sa naissance, c'est les jérémiades. Ils vous disent que c'est eux qui ont fait du Cameroun ce qu'il est, ainsi de suite, ainsi de suite. Si vous n'êtes pas d'accord, alors vous êtes un ennemi. Que ça, c'est un point en dessous de la ceinture. Mais il faut dire une chose, il faut qu'on se dise des vérités. Mais c'est quand on sort de si on boit un verre. C'est grave quand même. S'il vous plaît. Non, non, parce que c'est peu le temps. J'aime bien ça quand on parle de C'est comme ça. On ne peut pas dire des choses comme ça. S'il vous plaît. On a dit que lui, c'était un parti du Nord. Non, mais c'est trop fort. Maintenant, on a dit que c'est un parti du Nord. Écoutez, la mauvaise foi. Et c'est vous les le mauvais foi. Vous l'avez dit ça. C'est ça l'élégance politique. Vous l'avez dit ça. Oui, on a qualifié l'UC qui a dit du Nord. Mais c'est un parti du Nord. C'est pas ce que j'ai dit. Oui, c'est pas ce qui se plaint chaque fois. Jérémie, c'est ce que j'ai dit. Jérémie, ce qui se plaint. Non, non. C'est pas un bagarre. Nous sommes en train de dire tout. Moi, je préfère. Non, attendez. J'ai un problème. Je préfère. On peut flageller au RDPC. Et tout le monde est d'accord. Mais lorsque vous voulez parler, je voulais dire ceci. Moi, je voulais dire. Nous sommes dans un débat. Je ne laisse pas dire. Oh là là. Parce que tout le monde peut le faire. Vous Simon Messengue. On peut le faire. Simon, non, moi j'ai un problème. Simon Messengue, permettez que je reprenne la parole. Permettez que je reprenne la parole. On peut me supprimer. Non, j'ai un problème. Simon Messengue, Timothée Somba, je reprends la parole. Vraiment, il y a des aspects sur lesquels on peut être pas d'accord, mais il y a aussi des aspects sur lesquels on doit trouver le juste milieu. Monsieur le maire, vous n'allez pas m'accuser de ce que je ne suis pas. Vous n'êtes pas à ma première invitation. On a je dis tous les jours ensemble. C'est devenu récurrent. S'il vous plaît, je refuse ces qualificatifs que vous voulez m'endosser. Je ne l'accepte pas. Simon Messengue a ses opinions. Vous avez les vôtres. Nous avons le juge, qui sont les téléspectateurs, et les opinions qui sont émises sur ce plateau. Je sais comment monter une émission, donne la parole à la fin. Non, Je le sais pertinemment. Non, vous le savez. Je le sais. Vous le savez, et personne n'est enfant ici aussi. Donc, ayons la mesure dans ce qui est le travail de l'autre. Ce que M. Medi est vrai, n'est-ce pas? Je ne suis pas son juge. Il dit ce qu'il dit, tant que dans les limites de la loi. Moi, j'ai une chose. C'est que le seul parti qu'on flagelle tout le temps, qu'on dit n'importe quoi, parti aux joulatistes, ainsi de suite, le RDPC, mais à chaque fois, on n'est pas toujours en train d'invectiver les gens. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que, lorsque nous agissons aussi, en disant que vous faites ceci, on crée le scandale. Je ne comprends pas ça. Ce que je dis est que la politique, ce n'est pas la guerre. Quand une élection est passée, c'est pour ça que le président de la République n'est plus un président d'un parti politique. Toutes les énergies doivent construire un pays. Des oppositions radicalistes, si j'ai entendu ceci, cela, le RDPC ne sert pas les intérêts étrangers. Le RDPC sert si nous lisons les contrats, on va bien voir, on va les retrouver du Cameroun. Jusqu'à preuve de contraire. Et je prends à témoin le peuple camerounais, souverain, mettre son destin, qui à chaque fois a souvent donné au RDPC et à ses candidats qui tuent de le diriger. Merci. Donc il faut qu'on se dise donc les choses. Merci Simon, merci, mais je vous ai compris. Non, on vous a compris. Le temps va nous manquer, il faudrait que les autres puissent aussi dire un mot avant qu'on... Moi j'ai seulement trouvé que... S'il vous plaît. C'est vraiment l'opinion à témoin. S'il vous plaît. En une seconde, en 1 minute 30, vous me donnez la parole, aux autres la parole en 10 minutes. Je comprends que très bien,
Vous n'avez pas joué assez de Jérémiade. Personne ne va jouer à ce jeu avec moi. Vous faites des Jérémiades. Une minute pour conclure. J'ai écouté beaucoup de choses sur cette Une minute pour conclure. plateau qui me... Vous savez, la politique, si lorsqu'on exclut l'éthique et dit que quelqu'un qui est un aventurier est courageux, alors c'est une question de morale et je trouve que c'est pas bien pour nos téléspectateurs. En question de politique, il faut retenir une chose, l'aventure n'existe pas. Dire que la politique, ce n'est pas l'adversité, non. Pourtant, ça tue les gens. Les gens sont morts pour ça. La politique, la réelle politique, c'est la guerre. Merci. C'est des questions de pouvoir et nous assumons. On l'a compris. Nous assumons. Merci. Merci. Je dis aussi. Merci. Non, vous ne chutez plus. En disant ceci, vous ne chutez pas. Les partis politiques d'opposition n'ont pas les machines financières parce que aussi les systèmes mis en place empêchent parce que qui finance les partis. On va compris. Les hommes d'affaires. Si les hommes d'affaires sont embrigadés par les systèmes en place et qui créent la peur, les partis politiques d'opposition ne peuvent pas s'autofinancer. Vous l'avez dit. Merci. Merci. Ils sont embrigadés. Merci. Non, je crois que c'est sûr. Tu as dit une minute, tout le monde. Tout le monde a une minute. 30 secondes pour 30 secondes. Oui, c'est la dernière prise de parole. Lorsqu'on évolue dans un système, on prend la peine de le connaître et on définit la stratégie en fonction du système. Vous pouvez même avoir une idée nationaliste du Cameroun. Mais parce que vous savez que vous n'avez pas la machine, vous choisissez de l'exprimer au sein du RDPC et vous devenez l'aile progressiste au sein du parti dominant. Pour moi, les FSNC, les UNDP, les PADEC de Jean de Dieu Momo font preuve d'une extrême intelligence parce que leur alliance avec le RDPC leur donne des moyens. Vous donnez raison à... Non, ne me coupez pas, Dieu le plaît. Les partis. Formons donc un ensemble de partis. Vous allez censurer sur ce plateau. C'est vrai, une fois, je vous le promets. Leur alliance avec le RDPC leur permet de bénéficier de la même machine que le RDPC et de véhiculer leur idée. Si Jean de Dieu Momo n'avait pas été membre du gouvernement grâce à la coalition, il n'aurait pas recadré les magistrats du parquet comme il a fait avant-hier. En disant, si vous faites ça, le peuple n'est pas content, la justice vous demande de bien gérer les affaires, les litiges en justice. Merci. La construction nationale ne doit pas avoir de chapelle politique. Merci. C'est par quoi on va sortir. Jean-Moïse Mbok, la réalisation, vous le constatez, me fait des grands signes. Ils vont m'accorder 30 secondes. La première chose que je souhaite dire ici, Stéphane, s'il vous plaît. On donne. Nous sommes un pays qui est en pleine construction. Toutes les forces de cette nation sont sollicitées pour qu'on évolue. Les médias, les hommes politiques, les hommes d'affaires et ainsi de suite. Je refuse qu'on voit la politique comme une guerre. La politique, c'est un ensemble d'idées qu'on met ensemble pour construire et développer. Tant qu'on voit la politique comme ça, on exhorte les jeunes à s'impliquer, à s'intéresser, à travailler pour le bien de la nation. Et ça détruit. Merci. C'est par vos mots, Jean-Moïse Mbok, vos 30 secondes, vous les avez valablement utilisés pour faire passer le message que nous portons. La politique tue. La politique aussi n'est pas une guerre. Et sur ces aspects-là, on va continuer la réflexion lors de nos prochaines éditions. Merci à vous d'avoir réagi abondamment sur ce qui était dit sur ce plateau. Bien le bonsoir.